to our guests who've traveled for this very important event, climate change, mitigation, adaptation, and the transformation needed at the societal level to deal with that important topics. I was a high school student when we had the largest climate change disruption the last century, which we all refer to as the Sahel droughts. When you look back and look at what happened in the 70s and how it has transformed not just this country, but a very large parts of Africa all the way to South Asia, climate change has real profound impact on our lives. The trees I grew up with don't exist anymore. An entire economy founded around groundnuts has been decimated. Livelihoods have been changed. Huge cities that used to be vibrant and lively have suffered quite a bit. So this is real, and anything we can do to do the right things in terms of mitigating, adapting, and doing more with what we have, using less as much as we can of what we have, renewing what we can, I think is going to be an important thing. Welcome to mayors and governors. We find it very important to connect the climate agenda to the local level, because adaptation is local. Welcome to religious leaders of Islam and Christianity, the imams and cardinals and bishops. Inclusion of religious communities is dear to our hearts. Welcome to scientists, including the representatives of the Senegal Academy of Sciences. Welcome to youth representatives, and special thanks to Professors Sheikh Mbao and Professor Usman Badiane, who, together with their teams, are really the masterminds behind this conference. Ladies and gentlemen, West Africa and Sahelian farmers, scientists, policymakers do know about resilience and climate change. Seasonality, floods, droughts, well known what to do and the causes. But that knowledge will be even more important now as climate change complicates matters further. We are here to learn and to share insights from each other in West Africa and internationally. So some time ago, a member of our academy came out with this concept of Anthropocene. And the Anthropocene is simply to present what impact we are making on our environment and the world. Okay, so we do not calculate the change of culture and everything only by geology and geological time scale, but now by the impact of human beings on the world, on everything that we have. If you are able to see the slide, you see in the Atlantic Ocean in Great Britain a green color. That was the Industrial Revolution. The Industrial Revolution began to spread. And with the spread of the Industrial Revolution was also the spread of the production of carbon dioxide, or throwing carbon dioxide into the atmosphere. So that is the basic reason for our call for climate change and climate action. So much carbon dioxide and methane has been thrown into the atmosphere as to make it difficult for anything to happen. So it's become a kind of a blanket around the earth, trapping heat within it and making everything difficult. So it's a question of taking this message around. It's a global challenge to all of us, and the initiative that we have, inviting people to mitigation, adaptation, and societal transformation, is a message that from the point of view of the Academy, we want to share with humanity, and that's what has brought us here this morning. Monsieur Joachim von Braun, président de la Pontifical Academy of Sciences, Monsieur le président de l'Académie 2063, Monsieur le directeur général du Centre de suivi écologique, Monsieur le représentant de l'archevêque de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les maires et élus locaux,
Monsieur le représentant de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, mes chers collègues professeurs d'université, autres invités des pays de la sous-région, mesdames, messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de vous accueillir ici au Sénégal, terre d'hospitalité, de dialogue, de savoir, à l'occasion du West Africa Resilience Summit, organisé par la Pontifical Academy of Sciences et la Pontifical Academy of Social Sciences, en partenariat avec le Centre de suivi écologique et Academia 2063. Comme vous le savez, ce sommet régional s'inscrit dans une dynamique internationale de haut niveau visant à promouvoir la résilience climatique en Afrique de l'Ouest et dans la région sahélienne. Nous sommes réunis ici à Dakar pour partager nos expériences, nos connaissances et nos innovations pour faire face aux défis climatiques qui menacent la région. Je me réjouis des thématiques qui seront abordées sur ce sujet très vaste. Il s'agit du financement de la résilience des villes et territoires, de la gestion des impacts climatiques sur les migrations, des emplois verts, des interactions entre climat et santé publique, de la résilience face aux événements climatiques extrêmes de l'agriculture et les systèmes alimentaires, de l'usage durable des terres et des forêts, et enfin, des technologies et la recherche appliquée en matière de gestion de l'eau et d'irrigation. Mesdames, Messieurs les participants, votre présence ici aujourd'hui est un témoignage de l'engagement de vos institutions à promouvoir la résilience climatique et le développement durable dans notre région. Le partage des connaissances et des expériences de chacun d'entre vous nous permet d'être convaincus que ce sommet sera un succès grâce à votre soutien et à votre participation active. La tenue de cet événement à Dakar constitue une opportunité stratégique pour le Sénégal, en ce qu'elle consolide son positionnement en tant que pôle régional de référence en matière de recherche et d'innovation sur le climat et le développement durable. En vous réunissant aujourd'hui, vous affirmez que le savoir n'a de sens que s'il est au service du progrès humain. Je vous félicite pour cet engagement et vous souhaite une excellente participation à ce West Africa Climate Resilience Summit. Par ces mots, je déclare ouvert le sommet de Dakar et vous souhaite d'excellents échanges et débats sur un sujet actuel et utile pour les politiques publiques. Je vous remercie de votre aimable attention. We have the data. The data are very powerful. The first 20 years of the 21st century were among the hottest in the global instrumental record, and the year 2023 ranked among the hottest, possibly exceeding paleo temperature records dating back 125,000 years. Global ocean heat content has reached record high levels in recent years, with upper ocean temperatures showing persistent warmth and continued expansion of heat uptake into deeper and deeper oceanic layers. Summing up, in an Aristotelian Thomist tradition, we articulate 4 principles. First, the intrinsic value of nature. Second, the common good as the aim of political action. Third, justice and our obligations to future generations. Fourth, prudence as a virtue guiding action in our age, sadly, an age of imprudence. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers collègues, permettez-moi, en ma qualité de maire de la commune de Dakar Plateau qui vous accueille, de vous souhaiter la bienvenue à cette session consacrée aux défis et bonnes pratiques pour la résilience
leaders locaux. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui en première ligne face au choc climatique. Inondations, érosion côtière, sécheresse, pression sur les ressources naturelles. Dans nos villes comme dans nos territoires ruraux, ces impacts se traduisent par des pertes économiques, des déplacements de population et une fragilisation des services essentiels. Pourtant, sur le terrain, les collectivités locales expérimentent déjà des solutions concrètes. Planification urbaine résiliente, restauration des écosystèmes, agriculture intelligente face au climat, implication de la jeunesse et des communautés de base. C'est cette intelligence territoriale que nous voulons mettre en lumière ce matin, à travers des expériences venues du Bénin, du Kenya, du Sénégal et des instances africaines de politique climatique. Notre objectif durant cette heure est double: comprendre les principaux défis rencontrés par les leaders locaux dans la mise en œuvre de la résilience climatique, identifier les pratiques transférables qui peuvent inspirer d'autres villes et territoires de la région. Donc, pour nous, en tant qu'ONG et en tant qu'organisation de la société civile travaillant à réduire justement cette vulnérabilité et renforcer la résilience des communautés, nous faisons face à beaucoup de défis. Déjà, la question d'accessibilité de certaines zones pose certains problèmes pour réaliser un certain nombre d'interventions qui pourraient améliorer l'adaptation des communautés. Les communautés elles-mêmes ne sont pas forcément prêtes à accueillir justement des actions de changement parce que l'humain étant réfractaire au changement, il y a des pratiques qui sont menées traditionnellement que nous souhaiterions améliorer ou changer pour qu'elles soient un peu plus adaptées aux réalités du changement climatique, que certaines communautés sont un peu plus difficiles à accueillir. Mais nous, c'est notre travail en tant qu'acteurs de la société civile d'amener les communautés progressivement à adopter de nouvelles pratiques, des modes de consommation et de production. And the digital revolution demands enormous amounts of energy. Energy to store information, to compute information at the requirements, at the required rates and so on. And one data center consumes more energy than most African cities today. So how can we be part of this digital revolution if we don't have the basic conditions to support that? So these challenges for me are challenges that go beyond just answering the question at the local level of local administrators. Rather, the question must be, how can local administrators, mayors, managers become part of a national and African process of developing solutions to the developmental challenge, first and foremost? And then secondly, how can we address our development deficit in ways that ensure that we are also addressing the climate change, a challenge that we are facing on the continent? Climate change is complex and cannot be dealt in a very single, narrow manner. It must be an integrated approach. And that integration must bring in all sector players or sectoral engagement. In Kenya, we have tried to have a coordinated approach. Prior to that, on the issue of climate change, each sector was dealing with climate change in its own way. But we found out that we could not move forward because actually we even created, competition among sectors, each sector competing, even when it came to resources. So one of the key initiatives we put up as a country, because we have to look at this from a country level before we go down to municipality, to a community. We chose to put up a coordinated national climate change response strategy. And this was the first thing we did, and we did this in 2009, where we all sat down from all the sectors and said, how do we respond to climate change, which is affecting all our sectors in one way or another?
So the first document we put in place was the National Climate Change Response Strategy, which brought everybody together to think in a more coordinated manner, allows people to consult. Les enjeux des changements climatiques, en tout cas, sont engendrés aujourd'hui par le mal des pays en voie de développement et la pauvreté des pays du Sud. C'est deux contextes qui riment par rapport à ça. Si au niveau international, les questions qui tournent autour de la prise en compte de ces enjeux de changement climatique nous réunissent à une perception qui vont dans le sens, en tout cas, de la recherche du bien-être au niveau de l'Afrique. Je crois que la question va à une recherche d'une question de survie. Ça, il faut qu'on accepte d'analyser ce phénomène à travers donc, cette fenêtre. L'État, les collectivités, à elles seules, ne peuvent pas régler ces questions. Aujourd'hui, le maillon faible par rapport à ce processus, c'est comment impliquer le secteur privé, qui est un maillon important sur ces questions d'enjeux climatiques par rapport au profit que peut générer les réalisations du point de vue business model. Ils ne sont pas à la portée de ces communautés. Aujourd'hui, c'est la question fondamentale sur laquelle aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir. Comment impliquer le secteur privé? Donc, dans le cadre maintenant d'amorcer des processus pour la réalisation des activités au profit maintenant de ces communautés. We heard about the context of this initiative, its historical dimensions, the geographic, intergenerational equity issues, the global vision of that. And we just heard an amazing panel with a rich set of experience and efforts at the ground level among civil society organizations and the youth to tackle climate change. Now we heard from all of them the issue of financing, from very innovative ways of dealing with it in Kenya to highlighting the challenges that are there. We also heard about how to go about exit strategies to ensure sustainability of financing mechanism. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est une convention entre États. Elle ne répond qu'à ce que les États veulent faire. Et c'est pour cela que ça a été très très difficile de le descendre jusqu'au niveau des acteurs non étatiques. Mais il a fallu qu'il y ait des réseaux qui se battent et qui amènent des thématiques pour les insérer dans les négociations. Parce que tant que votre thématique, tant que votre préoccupation ne figure pas dans les décisions finales, ça devient très très difficile pour faire bouger les choses. Et pour les gens qui vont dans les négociations, ils ont dû remarquer que les 3 dernières COP ont eu ce qu'on appelle le pavillon de la foi, qui regroupe toutes les croyances. Ce n'est pas seulement le christianisme, ce n'est pas seulement l'islam, mais c'est tout un ensemble de ce que les gens sentent dans leurs croyances. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a tout fait, mais on n'arrive pas à faire bouger les populations dans cette lutte. Parce que les gens n'écoutent que ceux à qui ils ont confiance. Et dans les normes, celui à qui vous avez confiance, c'est celui qui vous amène vers Dieu. Et c'est comme ça qu'on a pensé qu'il fallait avoir un pavillon de la foi. Et vraiment, nous remercions le pape qui est venu avant, parce que c'est lui qui avait vraiment fait en sorte qu'on ait une assise sur ça. Et déjà avec cette thématique, moi je voudrais partir d'une conviction assez simple, c'est qu'on ne construira pas une résilience forte si on ne commence pas à sécuriser les systèmes qui font vivre, n'est-ce pas, les territoires et qui nourrissent les villes. Donc ça c'est vraiment une conviction. Et quand je parle de système, je parle bien sûr de l'agriculture, de l'élevage, avec toutes ses formes. Donc des ressources naturelles,
Donc c'est un peu ce qui fait tenir concrètement les économies locales. Et je parle également de ce qui relie un producteur à un marché, un territoire rural à une ville et une ville au-delà des échelles. Et pour moi, c'est un peu à ces échelles-là que la résilience se joue. We know that West Africa receives only a fraction of all the financing that it requires. Right now, we receive about 3% of all the global finance flows that the world is giving on adaptation. But the forms of finance we are receiving in the countries are in the forms of loans that the countries cannot afford, and they're concentrated in a handful of countries that are bankable, so to say, or that have credit ratings that allow them to access those concessional financing. And we know for a fact as well that that finance is overwhelmingly skewed towards mitigation. Why? Because mitigation is bankable. It's solar panels, it's electricity alternatives, it's biogas digesters. There's an easier case to be made for return on investment on those investments than adaptation investments, which are about avoided losses, ensuring that cities are protected, ensuring, as we heard earlier, that territorial spaces are more productive. So it's a harder case to make. So allow me to just focus on 5 key barriers, given that's the question that I have today, as a way to also underpin reality in what pathways we find going forward. So to me, the first structural barrier is one of adaptation global financing. We know that globally, the overwhelming bias is towards mitigation, as I mentioned, and that the system is not engineered to deliver finance to regions like the Sahel, places that are highly vulnerable and have very little capacity to access that finance, which does exist globally. So there is, in reality, a structural mismatch between where the need is and where the finance resides. And what we see is that the investable asset classes of adaptation, that's what I mentioned earlier, adaptation delivering the public goods of avoided losses, resilience, longer term benefits, those are not really fit for purpose to deliver short-term returns of investments for financiers. Je pense qu'au niveau de la gouvernance, il nous faut réfléchir sur des mécanismes qui permettent d'assurer l'interface entre le niveau national et le niveau local. Je pense que l'erreur que nous faisons souvent, c'est de vouloir placer les collectivités locales en capacité d'aller accéder directement à ces ressources. Malheureusement, c'est un procédé qui n'est pas tout à fait opératoire si on se fonde sur notre expérience empirique peut-être de 2 décennies d'accompagnement des entités à la fois au niveau national et infranational sur l'accès à la finance climatique. C'est un procédé qui malheureusement n'est pas opératoire. Je reviens pour dire qu'il faut trouver les moyens de mettre en place des entités qui vont assurer l'interface entre le niveau national, où il y a une centralisation de la gouvernance climatique telle que je l'ai évoqué tout à l'heure, et le niveau local, où on est en déficit de capacité à la fois de disposer de l'information et de disposer de ses ressources. Et comment rendre une commune indépendante de l'État? C'est de lui trouver des fonds qui lui soient propres, et donc un patrimoine qui lui est propre, etc. En même temps, nous gérons aussi des populations pauvres. Le privé, on parle toujours de partenariat public-privé. Le privé, lui, il vient pour faire du business. Voilà, il ne vient pas pour... il vient chercher des intérêts. Donc, quand vous gérez un niveau de développement, voilà, si la pyramide de Maslow, là, vous êtes encore au... Mais il faut voir comment ces infrastructures seront supportables pour le consommateur final. Et ça, c'est la commune qui ne cherche pas du bénéfice. Son bénéfice, c'est dans le développement de la population, sa satisfaction, etc. C'est lui qui peut faire certains investissements et il va créer des lignes de recettes qui aujourd'hui ne sont pas celles classiques et qui progressivement, parce que ça aussi, on n'a pas parlé de la considération politique, où il y a des choses qui se font même dans un ministère et à un moment donné, il y a une rupture parce qu'il y a un changement. Et il y a un changement d'acteurs, parfois qui étaient déjà des gens compétents, etc. Et hop, on recommence en fait. De plus en plus attirer les privés dans ce que nous faisons en tant qu'État, pas seulement au niveau national, mais également au niveau local, avec tout ce qu'il faut comme garde-fou, bien sûr. Merci à tout le monde. Today, we'll be focusing more on West Africa in the Sahel. And this is the area where we have a lot of mobility.
a lot of climate-induced mobility as well. That's because mobility somehow represents a kind of strategy, adaptation strategy, even towards building resilience, because of the diversity and the variety of agroecological zones that we have, spanning from the coastal zone to the Sahel and passing through savanna and some of the forest zones. And these are opportunities for some of the people, most of the people in the region, because more than 70% are involved in agriculture, and this forms kind of basis. That's the capital and also factors, production factors at the same time. And when these are affected by climate hazards, no matter the type of exposure or the sensitivity or the way people are able to cope with it in terms of adaptation capacities, this is triggering mobility. I have been working in the area of irregular migration because our young girls were being trafficked, human trafficking, across the Mediterranean to Europe. Many of them were dying there, especially from my hometown. So I had to look into the push and pull factors and working with IOM. And the situation has reduced because there has been proactive, planned migration. I was speaking about 2 points mainly. The first one is, what do we see on the ground? I will be giving you a field perspective on what we see on climate-driven migration. And the second point I will touch upon is what does it imply for the way we implement resilience program at WHH. How do we strengthen resilience at the local level? Il est extrêmement important d'identifier quels sont les principaux secteurs vecteurs de mobilité liés au changement climatique. C'est à partir de là qu'on peut avoir des données justement probantes qui peuvent alimenter la production de politiques publiques qui permettront d'identifier les meilleures mesures d'adaptation possibles pour une résilience à la fois des communautés et des territoires. Le deuxième élément, c'est justement tout le travail qu'on a fait sur l'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique pour les zones côtières du Sénégal. Et là, ça concerne toute la côte sénégalaise de Saint-Louis jusqu'à Casamance. Les 714 km de côte où nous avons réalisé un certain nombre de monographies pour voir comment d'abord les communautés côtières essayent de s'adapter par elles-mêmes face aux dégradations de la zone côtière, que ce soit en termes d'érosion côtière ou en termes de submersion marine. Ensuite, voir quelles sont les politiques publiques qu'on peut mettre en place pour justement favoriser cette résilience à la fois des communautés et des territoires. I believe we've had a great time discussing very pertinent issues surrounding climate change. And now we are at the section where we need to look at the green jobs, the opportunities. I know it sounds like there's a lot of problems in the air, but I believe there are also opportunities in these. It's like gold in mud. There's still gold even where there's mud. And so it's important that we look into that. Believing that you are the forefront, leading young people in climate action, it would be great to hear from you that across Africa, how are youth-led climate initiatives and green entrepreneurship opportunities to contribute to both climate resilience and the creation of sustainable green jobs, particularly in vulnerable communities? Young people or youth-led initiatives localizes climate solutions. I mean, and from the discussions that we've been having since morning, we see that climate resilience must first start from the community and scales upwards. Young people from, their respective communities really understand the communities that they live in and come from. And so they develop context-specific solutions. And these interventions, mind you me, are strengthening adaptive capacities in real time. At Gayo, we move beyond advocacy and awareness to
green enterprises development. And through that, we've seen, from the Adaptation Resource Center in Northern Ghana, where women and out-of-school girls are trained into various skills development initiatives. And that has really addressed climate-induced livelihood losses, supported sustainable production, and also created income streams for these women out-of-school girls. C'est vrai que quand on parle d'adaptation au climat, on réfléchit souvent en termes d'infrastructures, de finances, de technologies, mais on oublie souvent l'éducation. Et en particulier en Afrique, à la fois parce que c'est un continent particulièrement touché par le changement climatique, mais aussi parce que c'est la population la plus jeune sur la planète. Si on oublie l'éducation, on oublie une partie du problème. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts depuis une trentaine d'années pour promouvoir l'éducation au développement durable, mais qu'en fait, dans la pratique, dans cette éducation au développement durable, il y a un thème qui est quasiment jamais enseigné, c'est le changement climatique. Et donc, ça a des conséquences. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des enseignants disent qu'ils voudraient enseigner le climat, mais qu'ils n'en sont pas capables parce qu'ils n'ont pas été formés, qu'ils n'ont pas les outils. Et du coup, ça pose un certain nombre de risques pour l'adaptation, parce qu'on a des élèves, des jeunes, des adolescents qui finalement ne comprennent pas bien ces enjeux et qui sont anxieux et qui ne sont pas vraiment bien préparés pour ça. L'objectif de l'éducation au changement climatique, c'est évidemment de développer des connaissances, mais aussi des compétences et des savoir-être et des savoir-faire, de la capacité d'agir, de façon à ce que on puisse vraiment faire monter en capacité toute la population. Et si on fait ça, les politiques d'adaptation ne seront pas durables. La question des compétences pose énormément de problèmes. À mon avis, quand on parle de l'emploi vert déjà, donc tout ce qui est dans le secteur qui crée moins d'impact par rapport à l'environnement, qui peuvent apporter des réponses par rapport aux questions du changement climatique, je pense qu'il y a déjà en amont des politiques d'incitation par rapport à la création, en tout cas des éléments de formation qui permettent justement de produire un certain nombre de compétences. Et donc, ce qui fait qu'à ce niveau, le défi majeur est donc l'adaptation des compétences des travailleurs dans ces secteurs-là. Je sais qu'on connaît plus ou moins ces secteurs aujourd'hui. Donc, quand on parle de l'agriculture, si on est dans des contextes africains en particulier, parce que c'est l'un des secteurs les plus importants. Donc, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en termes d'agriculture, donc par rapport à l'accompagnement des publics dans ce secteur-là? Les gens qui sont des ingénieurs ou en tout cas des techniciens. Donc c'est à ce niveau que se situe véritablement le défi. Donc puisque les techniciens ou les ingénieurs devront davantage être formés donc, pour pouvoir apporter ces réponses, donc dans le management même des projets, donc qui incite un peu à ces questions du vert. Donc ce qui fait que de mon point de vue, il est important de mettre en place ces programmes de formation. I want to connect this session on jobs with the one on migration. What does it take to generate opportunities for jobs that employ a whole year and not only in a season? I think is a huge challenge in the Sahel. Creating seasonal jobs is not going to be helpful. Green jobs in agriculture, unless agriculture is changed, is a seasonal job. If we look at the dry areas of India and Pakistan, what are they doing? They massively put in micro irrigation. That combines efficient drip irrigation water use with modern solar energy. That costs capital, of course, but there's the opportunity that it pays off. Secondly,
jobs in agriculture processing, manufacturing the products, to juice, to vegetables, and linking all this with the animal production sector. So chicken, poultry, milk industry. So these are not cheap jobs, but they are year-round jobs. They reduce the migration. They overcome the seasonality problem. And I think we need to find these things, then also backed up by technical and vocational education and training, so-called TVET, training, capacity building. So these are my suggestions, and those are large investments, as was already mentioned by Sidia Badiane. It costs money, but it is much cheaper than people idling and not working. Et je pense qu'il faudrait distinguer ce que vous appelez ici migration et la mobilité tout court. Il y a une façon d'encadrer tout cela. La migration, c'est un mouvement intentionnel. C'est différent des migrations forcées, bien entendu. C'est un mouvement intentionnel qui vous oblige à quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Et quand ça arrive, j'ai fait une vieille étude en 2008. Jean-Marie Dipama peut confirmer cela. Il est le prof Tchao qui avait encadré ce travail, il est dans la salle, où j'avais dit que ces migrations sont traditionnellement une activité inféodée à la production économique d'Afrique de l'Ouest. Le bassin du Mopti, le plateau central du Burkina Faso, le bassin du Sénégalo-Mauritanien, la zone Baoulé, il y avait des bassins, le lac Tchad, il y avait des bassins qui étaient une attraction d'activité économique et d'intensification des systèmes de marché qu'on avait, que c'était le marché d'échange. Et c'est comme ça qu'effectivement l'Afrique et le Sahel étaient connectés avec l'Afrique du Nord. Les dromadaires qui arrivaient, qui ont d'ailleurs inspiré la colonisation. La colonisation n'était rien d'autre qu'une substitution de la caravane par la caravelle, parce que les ressources en Afrique constituaient une sorte d'attraction par rapport à ces gens-là. Donc, du point de vue économique, l'activité économique sahélienne, avant qu'on parle de changement climatique, était une activité qui est fondamentalement articulée avec le mouvement des personnes et des biens. Et je pense qu'en faisant la déconstruction de ces migrations en relation avec le changement climatique, il ne faut pas qu'on déconnecte un peu cet aspect culturel, cet aspect économique qui constitue un levier de transformation économique et sociale. Et j'en viens maintenant et je suis d'accord avec Van Braun qu'il faut connecter ces migrations avec les emplois. Et pour ce qui concerne les emplois, je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé du secteur informel. Tout ce qu'on dit en termes d'emploi vert, recycler le plastique, faire de la microagriculture et essayer de se nourrir de l'agroforesterie sont des activités qui sont en arrière-plan de toute révolution. Toutes les révolutions que vous imaginez, la révolution verte, la révolution industrielle, la 4e, 3e, 2e révolution industrielle, toutes ces révolutions se sont déroulées sans que l'Afrique n'ait gardé en arrière-plan, effectivement, ces activités informelles basées sur un multifonctionnalisme, basées sur nos écosystèmes, basées sur des réponses résilientes communautaires qui font qu'effectivement ces emplois verts étaient d'abord le premier choix en matière d'emploi et le dernier ressort en matière de résilience. Et je voulais évoquer cela parce que de plus en plus, on nous amène 4 dimensions du financement au niveau de l'Afrique. Le premier, c'est le budget des États. Le budget des États, oui. L'aide publique au développement, oui. Les remittances des migrations, oui. Mais la bioéconomie va constituer la 4e source de financement. Nous allons à la suite de ce qui a été abordé ce matin poursuivre les travaux, cette fois-ci sur le thème Nexus changement climatique santé, les impacts des changements climatiques sur la santé humaine, la santé publique dans sa globalité. Donc, compte tenu de ces difficultés, il y a naturellement une urgence de santé publique. Cette urgence de santé publique a été décrite par
l'OMS qui considère que, ou qui estime que entre 2030 et 2050, il peut y avoir plus de 250 000 décès supplémentaires par an et qui seront dus à la malnutrition, aux vagues de chaleur, aux diarrhées, au stress thermique. Et par conséquent affectant surtout les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. C'est à cet effet également qu'il a été décrété l'urgence d'agir par rapport aux phénomènes climatiques qui, en tout cas, ont des impacts négatifs au plan sanitaire. Chaque fois en abordant cette question, je mets en image cette situation qui date 30 ans derrière, où on voyait l'ours polaire qui était utilisé pour sensibiliser sur l'impact du changement climatique au niveau de son biotope. Aujourd'hui, je pense que c'est l'homme qui est à la place de l'ours polaire parce que le changement climatique aujourd'hui attaque tout ce qui est en rapport avec les déterminants de la santé, que ce soit tout ce qui est habitat, que ce soit tout ce qui est alimentation, entre autres. Il nous faut agir et essayer de prendre le pas par rapport à ces incidences. Donc le fait que le ministère de la Santé veuille travailler avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation, et tout à l'heure, M. David parlait de la formation avec le ministère de l'Éducation nationale, j'espère que dans ce projet, ils vont intégrer également le ministère de la Santé parce que tout le monde doit être formé, que ce soit les enfants, que ce soit les RH santé, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers pour prendre en charge ces déshydratations sévères lors des vagues de chaleur, etc., etc. Pouvoir reconnaître tous ces signes, les enseignants, les professeurs dans tous les secteurs. Tout le monde doit être vraiment sensibilisé, éduqué, entre guillemets, sur ces questions climat-santé, parce que normalement, pour atteindre nos objectifs, le ministère de la Santé seul ne peut pas y arriver sans l'aide des autres sectoriels. We have been talking about a lot of estimations when it comes to climate change. We've been talking about best practices. We've been talking about challenges that we face. But I want us to remain with this session and let this session be the turning point where we finally move away from enough talk and have action now. At the Ghana Youth Environmental Movement, the work that we do basically surrounds adaptation and societal transformation, which are one of the key points for this conference or this summit that we are at today. Some of the work that we do under adaptation has got to do with agroforestry and helping communities to be able to build their resilience, especially farmers, where we implement demonstration farms and work hand in hand with the farmers using indigenous knowledge and current technologies to ensure that they are building their resilience against climate change, changing weather patterns, droughts, among other climate-related issues that they face. So we began to highlight some of the challenges before to give us some background into what kind of solutions will be required. And key of the things that we looked at was the need to relook at or reimagine our education, how we can get climate education into the curriculum at the basic level, how that climate change learning can translate to action through the education that is given to them. We also talked about the fact that, we need mass education, just as we were promoting and highlighting STEM education, and it's really made strides and impact, especially having a lot of women and girls study STEM and all that. We need that level of mass education to be able to help. Right? We need support. Now with support, we're looking at funding. We're looking at access, just like we're here having this discourse. A lot of young people being here, bringing their 2 cents, speaks volume
that you have young people at heart, and at the same time there are people or policymakers they can walk up to share their ideas with that will take into consideration. And then also access. We can also speak of access to information. We can also speak of access to technology, innovation. On ne peut pas aujourd'hui demander aux jeunes d'aller dans l'agriculture si aujourd'hui on les accompagne pas, on les aide pas à maîtriser le foncier. Mais imaginez toutes ces jeunes filles-là qui sont dans tout ce qui est transformation, tout ce qui est agriculture et qui veulent se lancer dans ça. Le foncier reste un gros problème. Donc si le foncier est un problème pour les adultes, on se demande c'est comment pour les jeunes. Face à ces défis, des solutions concrètes émergent. Nous avons identifié l'importance de l'éducation climatique dès le plus jeune âge, notamment à travers la mise en place de clubs verts dans les lycées. Ces espaces permettraient de développer des activités de recyclage, de compétition écologique entre les jeunes et même la création d'applications mobiles pour résoudre les défis environnementaux. Donc moi personnellement, j'ai eu à être dans un jury de compétition avec Social Chain Factory, avec des jeunes de plusieurs lycées au Sénégal. Mais j'ai été vraiment émerveillée quand j'ai vu quand seulement 2 à 3 semaines de formation, des jeunes ont pu rédiger par eux-mêmes, des jeunes du CM, du lycée, des projets de champs, par exemple agroécologiques dans leurs écoles pour alimenter leur cantine scolaire. Des jeunes qui aujourd'hui ont des projets pour recycler des déchets dans leurs écoles pour en faire d'autres objets utiles à la communauté. Donc ça montre qu'aujourd'hui, les solutions sont là, mais il faut juste qu'ils se sentent dans un environnement où ils pourront donner librement leurs idées et également exécuter les projets qu'ils ont envie d'exécuter. So thank you to everybody. I think the discussion was rich, quite a lot of good ideas here. So we appreciate that. You guys take care. Thank you.